La décision a fait l'effet d'une onde de choc sur le continent et même partout dans le monde. Le Maroc est finalement déclaré vainqueur de la CAN 2025. 2 mois après cette fameuse finale au Maroc, la Confédération africaine de football a pris une décision qui divise et qui interroge. Une décision perçue par certains comme un non-sens et par d'autres comme une véritable humiliation pour le football africain. Aujourd'hui, une question se pose, le football africain est-il en train de perdre son âme et sa crédibilité ? Bienvenue dans ce numéro de Sans Tabou, une émission diffusée sur NCA, disponible sur le bouquet Canal+ Afrique, c'est le canal 573, et en France sur le bouquet Free, c'est le canal 426. Aujourd'hui, je pose la question qui défraie l'actualité. La CAF a-t-elle humilié le football africain ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir en plateau 2 invités qui connaissent non seulement les coulisses du football, mais qui sont des témoins vivants et qui portent un regard sans concession sur ces dérives. À mes côtés, je reçois Jean Crépin Niamsi. Je rappelle que vous êtes enseignant, acteur du football africain, vous êtes ancien candidat à la présidence de la FECAFOOT, vous êtes un conseiller du président Samuel Eto'o-Fils. Son allié plus particulièrement. Son allié plus particulièrement, merci de le préciser. Et puis vous êtes également président de Dieppe Dicam Football et fondateur d'une académie en France. Bienvenue. Merci. Et à vos côtés, je reçois Solange Droual. Je rappelle que vous êtes journaliste et présentatrice sportive. Vous co-présentez l'émission Champions World sur New World Sport. Et vous étiez témoin, parce que vous étiez à la CAN, au plus près du terrain. Merci beaucoup de votre présence. Merci Karine pour cette invitation. Alors écoutez, je pense que c'est simple, la nouvelle est tombée il y a à peu près plus de 48 heures, on veut comprendre ce qui se passe, et donc pour beaucoup, cette décision sonne un peu comme une polémique. Est-ce qu'on peut réellement parler d'une humiliation pour le football, pour les joueurs, pour les supporters ? Cette compétition qui est censée incarner l'excellence du continent. Alors, moi j'ai envie de vous demander, Solange, vous étiez témoin, vous avez couvert cette dernière CAN. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui finalement que la CAN perd sa crédibilité ? Je pense que si on doit le dire en un mot, oui, bien sûr. Là, ce qui s'est passé avec cette décision qui est arrivée sur le tard comme ça, hier ou avant-hier, en pleine soirée de Ligue des Champions, à la veille de la fin du Ramadan, personne ne savait ce qui se passait finalement en soum-soum, comme on dit. Ça a fait l'effet d'une bombe. Donc, ça a terni forcément cette CAN, surtout que la finale, elle a été très controversée, elle a été très compliquée, on va y revenir. Mais je pense que pour pouvoir en parler, il faut vraiment qu'on décrypte un peu ce qui s'est passé et qu'on recontextualise toute cette CAN. Parce qu'en fait, la finale, ça a été le débordement de plusieurs dysfonctionnements qui sont passés pendant cette CAN. Est-ce qu'on peut dire, Jean Crépin, est-ce qu'on peut dire qu'on s'attendait finalement à cette décision ? On pensait que l'épisode de la CAN, ça y est, on avait les champions d'Afrique, le Sénégal, déclaré vainqueur, même s'il y a eu un incident sur le terrain. Est-ce qu'on savait, est-ce que c'était dans les tuyaux que finalement la CAF prendrait une décision ? Non, on ne peut pas dire que c'était dans les tuyaux parce que après ce petit incident qui s'est passé, les joueurs sont sortis, ils sont revenus. L'arbitre, seul décisionnaire, a décidé de rejouer le match. On a vu comment, parce qu'il y avait une décision qui est sortie où on a infligé des sanctions Tout à fait. Au Sénégal, donc même à l'entraîneur et à certains joueurs. Bon, on pensait que c'était terminé. Là, on avait passé à autre chose. Ouais, en fait, là, c'était tellement soudain. En fait, personne ne s'attendait à ça. Personne. On savait qu'il y avait encore des pourparlers, qu'il y avait encore des recours qui se passaient au niveau de la CAF, mais ça a vraiment fait l'effet du bon parce que personne soupçonnait ça. Alors moi, quand je l'ai appris, c'était une heure avant que ce soit officialisé. Que l'équipe le sorte dans le magazine, parce que j'ai eu ma petite notification comme tout le monde. Et c'était l'un de mes consultants, c'était Yoro Mangara, qui travaille avec moi sur New World Sport, qui, souvent dans les coulisses, qui a annoncé ça. Donc je lui dis, mais non, n'importe quoi, c'est une fake news. C'était une qu'est-ce fake qui news, se passe ? une blague. C'est rentré dans mon oreille, c'est sorti de l'autre, tellement je me suis dit, c'est encore quelque chose d'Internet, les conneries qu'on entend. Et quand j'ai vu le truc, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un running gag. Parce qu'en fait, comme vous venez de le dire à l'instant, à partir du moment où la finale, le coup d'envoi a été rejoué, enfin, à partir du moment où les joueurs sont revenus sur le terrain, que l'arbitre a pris la décision d'aller au bout, qu'il y a eu des sanctions après. Les sanctions, elles sont normales parce qu'il y a eu des débordements. C'est normal que la CAF recadre.
il n'y a pas lieu de revenir sur une décision, parce que là, on retire un titre. C'est un fait inédit, ça n'est jamais arrivé, si je me trompe, de retirer un titre, que ce soit au niveau de la FIFA ou même de la CAF. Alors, Jean Crépin, est-ce qu'on peut encore faire confiance? Là, à quelques jours, on est vraiment dans l'actualité chaude. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire que vous faites confiance à la CAF? Non, ça c'est pour rien au monde. On ne peut pas faire confiance à la CAF. Déjà qu'on ne faisait pas confiance à la CAF. Et aujourd'hui, avec ça, on se pose la question, est-ce que le docteur Motsepe, qui est président de la Confédération africaine de football, dirige vraiment cette confédération? Parce que toujours... Mais c'est pourtant lui qui est le patron. Oui, mais on peut être un patron, excuse-moi du terme, marionnette, être là juste pour être là, parce que voilà, la CAF qu'on a dit, la compétition, la CAN aujourd'hui, tous les 2 ans, de 4 ans, de 2 ans. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des décisions, tout à fait. Exactement, mais quand on regarde la chronologie des choses, depuis un bout de temps, on avait la Coupe d'Afrique féminine qui devait se jouer là au mois de mars, mais au Maroc. Elle a été décalée. Mais on voit comment le Maroc dit, on n'organise pas, ça dit une sorte de chantage. Oui, mais enfin, juste pour rebondir là-dessus, avant que la CAN ne se joue au Maroc, elle devait avoir lieu dans un autre pays. Donc à la limite que ça change, etc., c'est pas très compliqué, c'est commun, ce que je veux dire, c'est que c'est habituel. Non. Moi, je pense que là, il y a vraiment une... En fait, la fédération marocaine, enfin royale marocaine de foot, elle a une forte influence au niveau de la CAF et même au niveau de la FIFA. Ouais. Parce qu'ils ont mis une pression, et c'est pas pour rien qu'ils ont décidé de décaler la CAN féminine. Alors moi, je me suis dit au début, c'est peut-être de la frustration, puisqu'ils ont perdu la CAN. Non, pas décalé. Mais ils l'ont annulé. Oui, ils l'ont décalé. Non, l'Afrique du Sud est candidate pour le faire. Non, mais ils sont revenus, c'est-à-dire décaler, je dirais même décaler, oui, mais moi je vais sur le chantage. Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est la forme de chantage, la pression qu'ils ont mis, et pour donner, parce qu'ils ont dit on ne peut pas mettre l'argent, mettre tout ce qu'on met sur pour l'organisation de ces événements, mais on perd une CAN qu'on organise chez nous. Voilà, il y avait trop d'enjeux, il y a des enjeux qui nous dépassent, nous tous, nous, comme des mortels, même spécialistes du sport, c'est qu'il y a des enjeux financiers énormes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le Maroc reçoit la Coupe du Monde. C'est partie des 3 pays qui va recevoir la Coupe du Monde en 2030. Oui. C'est déjà acté. Donc la CAN, c'était une grande répétition de la Coupe du Monde pour tester les infrastructures, l'organisation. Ça, il n'y a rien à dire. Les infrastructures, c'est nickel. Les matchs, en tout cas, moi, les stades que j'ai fait, rien à dire. Propre, bien organisé. L'organisation aussi, bon, il manque un peu d'ambiance, mais bon, tout le monde ne peut pas être la Côte d'Ivoire. D'accord. Chacun. Ou le Cameroun. On voit qu'il y a des préférences, absolument. Voilà, donc il y avait un enjeu au-delà de cette CAN, il y avait tout cet aspect pour préparer la Coupe du Monde. Donc maintenant, c'est bien qu'on parle de ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant cette finale? Parce que cette finale, elle est très importante. Elle s'est jouée avant même d'être sur le terrain. Il y a tout un contexte. Le Maroc, pendant toute la CAN, elle a été, on a soupçonné beaucoup de favoritisme, parce qu'il y a eu des faits de jeu. On n'a pas soupçonné, c'était des faits. Hein. Oui, exactement. Non, mais est-ce qu'il y a eu des enquêtes dessus? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes qui ont condamné? Donc là, pour l'instant... Il n'y a pas un match où ils n'ont pas eu l'arbitre avec eux. La preuve en est qu'ils ont condamné. Mais c'est souvent le cas quand c'est les pays organisateurs. C'est vrai. C'est vrai. Absolument. Enfin, je veux dire, c'est pas propre au Maroc. Ils ont d'abord condamné le président de l'Africafoot, Samuel Eto'o, pour, je pense, 3 matchs. Il ne devait pas jusqu'à la finale. Oui, parce que contre le Cameroun, oui, je me rappelle très bien. Parce que c'est le match Cameroun-Maroc. Le président de l'Africafoot, avec tout ce qui se passait sur le terrain, il s'est levé. Il a dit, mais attendez, vous voyez, juste ce geste-là, il a eu une amende. Une amende et punition. C'est-à-dire, il a même été condamné à ne pas regarder, je pense, 2 ou 3 matchs. Ouais. Il n'a pas visité jusqu'à la finale. Assister, voilà. Donc, juste pour vous dire que ce n'était pas des soupçons, c'est des faits. C'est-à-dire, tout le monde a condamné ce qui se passait au Maroc, que ce soit à chaque fois qu'une équipe jouait contre le Maroc. Il y avait des fautes qui auraient... C'était toujours condamnable. Donc ça veut dire que Solange, vous êtes du même avis, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire confiance à la CAF. En tout cas, moi, ce que j'ai vu sur cette CAN, parce que je l'ai couverte, je ne peux pas parler je ne les ai pas toutes faites, j'ai été très déçue. Je comprends qu'il y ait cette pression de vouloir gagner à domicile pour le peuple, pour l'argent, tout ce qu'on veut, mais il ne faut pas oublier que nous tous, nous sommes des amoureux du sport, on veut voir du beau jeu, on veut que ce soit les meilleurs qui gagnent. Donc tous ces faits de jeu,
tous ces soupçons, ça a entraîné une sorte d'ambiance bizarre avant la CAN. Moi, j'étais sur place, j'étais à Rabat. Et par le plus grand des hasards, je ne savais pas, notre équipe, on était dans le même hôtel que l'équipe du Sénégal. Donc, j'étais au cœur du dispositif, et comme je suis une fouineuse, j'allais traîner mes oreilles, poser des questions, etc. Quand les joueurs sont arrivés dans notre hôtel, moi je ne savais même pas, hein, enfin on nous l'a dit 1 heure avant, ça a résulté déjà d'un problème. Quand ils sont arrivés à Rabat, ils sont arrivés sans police, sans sécurité, en plein milieu de la foule. Ça veut dire que les conditions n'étaient pas réunies pour accompagner les autres équipes, en tout cas l'équipe adverse, parce qu'elle affrontait le Maroc. Exactement. Au départ, l'équipe du Sénégal, ils avaient un hôtel qui était prévu à Rabat, en plein centre, donc pas isolé, etc. Cet hôtel n'avait pas toutes les infrastructures, ne pouvait pas accueillir toute l'équipe, tout le staff, parce qu'il n'y a pas que des joueurs. Il y a le staff médical, etc. Donc, ils ont dit, bah non, nous, on veut être mieux reçus, on veut être un peu à l'écart, se concentrer, etc. Donc, ils se sont retrouvés dans notre hôtel qui était à 30 minutes de Rabat. C'est pour ça que le hasard a fait que j'étais là-bas. Ensuite, là-bas sur place, moi j'étais avec les techniciens qui ne me connaissent pas parce que j'écoutais, je fouinais, et tout le monde se plaignait parce que la finale c'était dans quelques jours, ils n'avaient pas de place pour leurs supporters, ils ne savaient toujours pas où est-ce qu'ils allaient s'entraîner. Donc il y a eu beaucoup de problèmes. Vous avez eu la même lecture, Jean Crépin, vous qui étiez sur place. Il y a eu beaucoup de manquements par rapport à cette... même si les influenceurs marocains... Oui, pourtant il y avait autre chose qui était présenté. Présenter le visage... Et surtout, avant le début de cette compétition, ils avaient dit qu'ils ont vendu presque... tous les tickets et que les stades étaient pleins, mais il fallait comprendre qu'à un certain moment, ils ouvraient les stades gratuitement. En fait, il y avait du marché noir, en fait. Et c'est dommage parce que même ça a été très dommage parce que j'ai parlé aux Marocains et la plupart des gens lambda, les gens du peuple ne pouvaient pas se rendre au stade parce que c'était trop cher. Je ne sais pas ce que c'était cette CAN, mais il y avait vraiment personne dans les tribunes. Et le jour de la finale, les Sénégalais, ils avaient un petit... Je sais pas combien, j'ai pas les chiffres, donc je vais pas dire de bêtises, mais ils avaient à peine la moitié d'une tribune. Tout le stade était rouge. Tout le stade était rouge. Et les Sénégalais... Pas seulement les Sénégalais, mais ce qui est sûr... Et ils étaient sur le parvis, la fin de la finale. À chaque moment qu'il y avait un match contre le Maroc, chaque équipe avait une petite... catastrophe, c'est ça, peut-être la même tribune. Une petite partie, voilà, parce qu'ils prenaient... On peut comprendre qu'au niveau de la vente des billets, ils avaient la plus grande partie. Ils prenaient, c'est la politique interne, surtout qu'ils voulaient gagner cette CAN, même s'ils n'ont pas gagné cette CAN sur le terrain, mais ils ont gagné. Mais quand on revient peut-être sur cette... Ce que je vous propose, c'est que là, on arrive au terme de cette première partie. En tout cas, on a bien compris que les conditions dont se sont déroulées la CAN au Maroc, selon vous, n'étaient pas des conditions optimales pour toutes les équipes et que surtout cette finale s'est passée dans des conditions quand même aujourd'hui qu'il faut dénoncer. Exactement. Je vous propose de marquer une courte pause et on revient pour la suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.
Vous êtes dans l'émission Sans Tabou. Aujourd'hui, on parle de l'actualité chaude. Le Maroc est finalement désigné comme vainqueur de cette CAN 2025. Et on essaye de comprendre si la décision de la CAF est plutôt une humiliation pour le football africain. Alors, selon vous, dans cette première partie, Jean Crépin et Solange, vous avez parlé d'une CAN qui ne s'est pas déroulée dans des conditions optimales. Ensuite, ce que je voudrais comprendre, c'est s'il s'agit bien d'humiliation. Selon vous, il faut essayer de comprendre d'où elle vient finalement, qui décide et pourquoi. Vous avez évoqué, Jean Crépin, le fait que selon vous, ce ne soit pas le président finalement qui dirige réellement et que ce soit éventuellement quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? C'est-à-dire qu'il n'y avait vraiment pas déjà une confiance en la CAF? Oui, c'est-à-dire il y a pas... Oui, mais il y avait plein de confiance parce qu'à partir du moment où il y a eu beaucoup de critiques et que il y a pas, la copie n'a pas été, et surtout qu'il y avait des moments où on remplaçait les arbitres. Il y a un match, on se dit à la dernière minute, l'arbitre est remplacé, les équipes n'étaient même pas au courant quel est l'arbitre central qui va arbitrer. Ce qu'il faut retenir, c'est que la finale, ce qui s'est passé, l'équipe marocaine qui est sortie du stade était en faute, sortie du stade. Ça, c'est un fait. L'équipe marocaine ou sénégalaise? L'équipe sénégalaise. C'est un fait. Qui ont quitté, tout à fait. C'était une faute. Maintenant, si l'arbitre avait maintenu la décision de siffler la fin du match, on ne serait même plus en train de parler de ce problème aujourd'hui. C'est ça. Il sait que l'arbitre avait respecté. Parce que moi, la question que je me pose, quand on vient quand même arbitrer un match, on connaît le règlement intérieur de la CAF. On connaît le règle, l'article 83, 82, 84 est clair. On connaît le règlement. Donc, ça veut dire que le Sénégal devait être sanctionné. Mais l'arbitre a accepté la poursuite du match. Les joueurs sont revenus au stade. Ils ont continué. On a vu la remise du trophée. Tout s'est bien passé. Donc, en ce moment, il y a eu des sanctions. On ne revient plus dessus. Parce que même si on devait revenir dessus, il fallait agir, même pas 2 jours ou bien 1 jour après cette finale. Mais on ne peut pas attendre 2 mois pour venir dire que non, on retire. Et tu vas retirer la joie des Sénégalais, les étoiles sur le maillot. Les étoiles sur le maillot, la fête qu'on a organisée pour accueillir le chèque. L'équipe du Sénégal au Sénégal. Tout ça là, le chèque même déjà a été encaissé. Ils font ça comment? C'est pour cette raison on parle de manque de confiance à l'heure actuelle. C'est-à-dire, il faut être un sorcier pour enlever, retirer un trophée à plus de 2 mois d'une compétition. Qui a déjà eu lieu. Ouais. Tu retires la joie des Sénégalais, tu retires le trophée comment? Le chèque a été encaissé. C'est-à-dire, pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette CAF, et moi j'ai écouté la sortie du président Motsepe, le docteur Motsepe. Moi je trouvais que j'ai dit que non, mais il est un plaisanteur. Parce que il ne peut pas dire qu'il n'y a aucune équipe qui est privilégiée. Non, mais il y a quelque chose qui est privilégié. Absolument, faut dire que lui, il dit qu'il n'y a pas d'injustice. C'est-à-dire que malgré tout le fait que les gens parlent de tollé, le président, lui, il dit qu'ils ont respecté à la règle. Ils ont respecté, après il dit tout le monde peut porter plainte, tout le monde, mais il sait. C'est là où j'ai dit que le président de Motsepe n'a pas ce charisme pour diriger une confédération africaine. Il faut des gens qui ont le charisme. Il faut des gens qui sont capables de tenir tête. Il faut des gens, il ne faut pas que l'argent domine le monde. Et moi, je trouve que le Maroc aujourd'hui utilise une force financière pour imposer sa loi, la dictature. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure, Solange et moi, sur le chantage de l'organisation de la CAN féminine. On dit aujourd'hui, on organise. Le lendemain, on a vu les balles de ping-pong entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Ils organisent, ils n'organisent pas, parce qu'ils mettaient cette pression sous table pour que la CAF, c'est-à-dire, ils n'ont pas digéré. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas digéré. Et là, voilà, et d'ailleurs, j'ai vu, pour terminer, comment, quand on a annoncé qu'ils ont remporté la CAN dans les bureaux, donc, ils ont fêté. Mais tu fêtes quoi?
le trophée de la honte. Enfin, franchement, même les Marocains, je sais pas comment ils peuvent célébrer ce genre de choses. Parce qu'il faut pas oublier que le foot, ça joue sur le terrain. Les décisions, elles se jouent sur le terrain. Une fois que les décisions sont prises, on revient pas là-dessus. Et comme l'a dit Jean tout à l'heure, c'est de la sorcellerie. Enlever cette joie, ce bonheur, ces émotions qu'ont vécu des joueurs, des familles, tout un peuple, c'est criminel de faire ça. C'est un manque de respect. Qui fait ça, en fait ? Donc nous, les Africains, on peut supporter ça. Alors, ce qui est quand même intéressant de revenir, c'est que le Sénégal a réagi. Ils vont effectivement contester la décision. Solange, j'ai envie de savoir, est-ce que selon vous, la FIFA influence-t-elle les décisions de la CAF ? Parce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure que la CAF finalement est mal aimée, qu'elle ne fait pas le travail qu'il faut. Est-ce que vous pensez que la FIFA influence les décisions de la CAF ? Là, c'est Solange qui parle, c'est pas la journaliste. Bien sûr. À mon humble avis, oui, bien sûr. C'est la FIFA qui tire les ficelles de tout ce fiasco, de tout ce qui se passe, de faire passer la CAN tous les 4 ans au lieu de 2 ans. C'est minimiser l'importance de cette compétition qui est une vitrine internationale. C'est ce qui rassemble les Africains. C'est trop important, la CAN. Donc, c'est eux qui ficellent tout depuis le départ. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage qu'on n'ait pas quelqu'un qui puisse... Je n'ai pas non plus envie de taper sur ce que je ne sais pas, je ne connais pas. Non, mais on est dans l'émission sans tabou, faut dire les choses. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tous ces débats vont permettre de dépoussiérer cette image de la... Elle a envie de gratiner mon président. Mais allons-y. Quels étaient vos espoirs ? Non, en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est sur la suite. Ce qui va se passer. Ce qui s'est passé là, comme on a dit, c'est sans précédent. Donc, il va y avoir ça va faire jurisprudence. Ça veut dire que là, en fait, la CAF, la CAN, on a ouvert un champ qui va être la possibilité de plein de dérives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir revenir sur des décisions et décider que telle équipe a gagné ou perdu sur tapis vert, je ne sais plus comment on dit l'expression, et qu'en fait, maintenant, les matchs vont se jouer de façon administrative. Mais c'est pas ça, le foot. À partir du moment où l'arbitre il a fait ses décisions, c'est lui le boss de ce match. On l'écoute, on va jusqu'au bout. D'ailleurs, il est où cet arbitre ? On l'a pas entendu. Il a disparu. Et je crois qu'il n'a pas surtout son mot à dire. Une fois que les arbitres ne s'expriment pas spécialement. Oui, mais moi j'ai peur de la suite, de ce qui peut se passer. On peut revenir. C'est comme la VAR au début, quand la VAR elle est arrivée, on disait ah mon Dieu, la VAR. On stoppe les matchs, le temps d'aller à la VAR. Des fois le match dure une plombe parce que ils arrivent plus à prendre leurs décisions tout seuls. Donc maintenant, on va faire la même chose. Dans tous les 2-3 mois, on va regarder les matchs, on va dire ah bah non, là je conteste, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis surtout, on a été la risée internationale. Du monde entier. Ouais. Alors, Jean Crépin, est-ce que vous pensez que la FIFA influence-t-elle les décisions de la CAF ? C'est même pas une question. La FIFA, effectivement, influence les décisions de la CAF. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'au niveau de la CAF, je reviens peut-être, là je vais utiliser le mot contraire de ce que Barack Obama avait dit en Afrique, au Ghana, quand il disait que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais des institutions fortes. Exactement. Mais là, on a besoin d'avoir un homme charismatique que d'avoir une institution forte. À la tête de la CAF ? À la tête de la CAF. Et là, on a constaté que le docteur Motsepe n'est pas assez charismatique, raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui tous les médias du monde réclament à la tête de cette confédération africaine le président Samuel Eto'o, qui a le charisme, qui a cette capacité. Et d'ailleurs, c'est vous plaidez bien sûr pour votre chapelle, en sachant que vous êtes... C'est le seul président d'une fédération qui a réagi avec fermeté. Ouais, contre le Maroc, ils ont joué, ouais. Et avec fermeté, donc ils ne mâchent pas des mots. Et ça, l'Afrique a besoin de gens comme ça, qui sont vaillants, qui n'ont pas peur de te regarder dans les yeux et te dire non, ce que tu viens de faire n'est pas vrai, ce n'est pas bon. Il a demandé, mais qu'est-ce qu'il faut donner la crédibilité? Il faut apporter essayer d'équilibrer les choses, ramener les Africains à aimer une confédération africaine. Mais si les Africains, à l'heure actuelle, n'arrivent même plus à faire confiance à une institution qui organise c'est-à-dire l'événement africain de football, on n'est plus en phase. Ça pose un problème. Mais ça pose un problème pourquoi? Parce que la personne qui dirige cette institution n'est plus crédible aux yeux des Africains.
Parce que, oui, votre question, vous posez, est-ce que la FIFA influe sur les décisions de la CAF? Oui, parce que l'homme qui est là n'est pas charismatique. Et l'Afrique a besoin des hommes charismatiques. Et Samuel Eto'o est plus charismatique pour être l'homme à diriger cette Confédération africaine de football. Solange, est-ce que selon vous, le football africain est-il encore maître de son destin ? Là, au lendemain de cette décision, et puis avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de soulever, des problèmes de management, tout ce qui se passe. Alors, si j'avais réagi à chaud hier, j'aurais dit non, mon Dieu, quelle horreur, on est toujours en train de se faire remarquer. Non, mais en fait, on est maître de notre destin. L'Afrique se relève toujours, finalement. Donc, le Sénégal, les Sénégalais ont bien réagi. Ok, venez la chercher votre coupe. Ils ont décidé de contester, ça passera au tribunal. Arbitral du sport, donc la plus haute instance. Donc là, on repart sur une saga de 6 mois, 9 mois. En attendant, ils vont garder. Mais oui, on est maître de notre destin avec des hommes comme Jean Crépin, comme peut-être Samuel Eto'o. On a besoin d'hommes qui, demain, quand ils seront à la tête de la Confédération africaine, s'imposent. Et demandent le respect. Non, ils vont forcer le respect, parce que le respect, on ne le demande pas. J'adore cette expression. On va forcer le respect. Et donc, moi, j'y crois. Je ne suis pas défaitiste. Je pense qu'on a des gens très intelligents dans le monde du sport. On a des gens qui ont des têtes bien faites, qui ont des idées. Et je pense qu'on peut être surpris. Et ce qui s'est passé là, ça nous a tous fait réagir. Même ceux qui ne sont pas dans le sport, ça a touché l'ego de tous les Africains. Et donc, moi, j'ai foi en l'Afrique. Les critiques, d'ailleurs, qui sont là, Karine, moi, à la place de Motsepe, j'aurais remis ma démission. Ah, vous exigez carrément la démission de Dr. Motsepe. Oui, à la place de Motsepe, oui, j'aurais remis, parce que on ne peut pas être autant critiqué par le monde entier et voir une sortie. Parce que même le président George Weah a fait... il a pris la parole. Il est un des seuls grands... C'est pour vous faire comprendre que quand un président d'une confédération, d'une institution comme la Confédération africaine de football, qui représente tous les pays africains, est critiqué de cette façon, mais la seule chose pour garder ta dignité, c'est de rendre son tablier, de dire que je viens de commettre une erreur très grave, parce qu'on va dire c'est notre commission qui a siégé, mais le patron de cette maison, c'est qui? Le patron de cette maison, c'est qui? C'est le docteur Motsepe. Et quand la maison ne fonctionne pas bien, on n'a pas besoin de parler de toutes ces commissions qui sont autour. On indexe une personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pris la parole. Il est droit dans ses bottes, lui. Il est en phase avec la décision. Il a pris la parole et lui, il est en phase. Et il trouve chacun peut faire ça. Dit, il est même condescendant dans sa prise de position. Ah lui, vous parlez carrément de condescendance et vous ne mâchez pas vos mots. Je vous propose de continuer cette discussion. On va également parler du fait que est-ce que cette décision ne permet pas justement au football africain de se révolutionner et de révolutionner toutes ces instances-là. On revient après un court instant de pause. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.
Est-ce que la CAF a-t-elle décidé d'humilier le football africain en prenant la décision finalement de déclarer le Maroc vainqueur de la CAN 2025 ? Nous sommes à la 3e partie de ce débat et la question est de savoir si finalement il ne faut pas complètement dépoussiérer le football africain. Faut-il revoir le pouvoir ? Et faut-il changer finalement les dirigeants ? Parce que Jean Crépin, vous portez une charge, clairement, contre les instances dirigeantes. Mais avant ça, je vais poser la question à Solange. Est-ce que vous pensez qu'il faut complètement révolutionner le football africain ? Ah oui, totalement. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Alors, que ce soit au niveau de la... sans appel. Voilà, que ce soit au niveau de la CAN, au niveau des fédés, il n'y a rien qui va. Déjà, il faut arrêter de penser qu'à soi. Et le foot, concrètement, le foot, ça se prépare en fait. C'est quand on monte une équipe, quand on crée une équipe, quand on est sélectionneur, c'est peut-être pas avec cette équipe qu'on va faire quelque chose là dans l'immédiat, mais il faut penser à l'avenir. C'est-à-dire que il faut préparer les futures générations. Et en fait, à chaque fois qu'une génération dorée se termine, on se retrouve dans une espèce de no man's land. Je parle du Togo, par exemple. C'est-à-dire que nous, depuis la génération d'Adebayor, Romao, etc., on n'a plus rien. Il ne se passe plus rien parce que rien n'a été préparé en amont. Il y a des petites guéguerres internes, il y a des problèmes d'argent, il y a tout ça là. Mais alors, c'est la faute de quoi ? va. C'est la faute des dirigeants ? C'est la faute du manque de financement ? C'est l'Afrique en général. Mais c'est dommage parce que le sport, c'est quand même un domaine que les Africains maîtrisent bien. On a des très bons éléments, on a des très bons, là on se retrouve sur le foot, de très bons joueurs, on a des pépites. Il faut qu'on soit plus dans la formation, dans l'accompagnement. Il faut qu'on mette nos joueurs dans des espèces de cocons, qu'on les protège de tout ça. Et il faut réformer tout. Donc, quand le Gabon, après la CAN, ils ont décidé de limoger tout le monde, en fait, j'ai compris le ras-le-bol. En fait, je pense que c'est un ras-le-bol général. Et voilà, ça a pété. Mais en vrai, moi, j'ai envie de dire, faites ça partout. Donc, j'attendais que ça, quoi. Bien sûr, c'est une décision qui est peut-être utile. Jean Crépin, est-ce qu'il faut complètement réformer ? Il faut, par exemple, comme propose Solange, c'est-à-dire que finalement, il faut dissoudre les équipes, il faut tout changer ? Non, je n'irai pas pour dissoudre les équipes, mais j'ai un problème avec, avec le football africain. Pas seulement au niveau administratif, mais avec les footballeurs eux-mêmes. Parce que ce sont des hommes qui sont habitués à l'écran, ils sont médiatisés, mais malheureusement, ils ne savent pas exploiter ce côté médiatique, ce côté star. C'est-à-dire leur côté star, parfois c'est pour venir impressionner des petites filles au quartier, impressionner des petites personnes au quartier. Au moment qu'on les attend pour s'exprimer, pour montrer leur grandeur sur le plan international, ils sont complètement absents. Mais c'est-à-dire, parce qu'un joueur de foot, finalement, c'est sur un terrain. C'est-à-dire, on se pose la question, effectivement, c'est-à-dire, est-ce que le joueur, le footballeur, a besoin de diriger ou bien de faire ceci parce qu'ils ne sont nulle part. Ils ne sont pas présents. Regarde un événement pareil. Mais est-ce qu'ils peuvent s'exprimer ? Est-ce qu'ils ont le droit de s'exprimer ? Ils n'ont pas le droit, pourquoi ? Ils ne sont pas des êtres humains. Je pose la question. Si, ils ont le droit de s'exprimer. Les acteurs, mais est-ce que des joueurs africains de différentes équipes nationales peuvent prendre la parole pour manifester leur mécontentement ? Est-ce que Samuel Eto'o, en tant que footballeur, d'ailleurs, quand il était footballeur, quand ça ne va pas, il parlait. Quand ça n'allait pas, il prenait la parole pour parler. Ça lui a valu quand même quelques commentaires. Peu importe des commentaires, mais il a gardé son authenticité. Il est resté, il a dit, il n'acceptait pas n'importe quoi. Mais pose-toi la question aujourd'hui, pourquoi les footballeurs, aujourd'hui, pourquoi ils ne veulent pas parler ? C'est-à-dire, on voit un événement au niveau de la CAF. Je me pose la question, tous les millions qu'ils ont gagnés, ils ont mis ça où ? Parce qu'aujourd'hui, il suffit juste que quelqu'un reçoit un petit billet d'avion et une chambre d'hôtel. Il arrive à une compétition. La dernière qui vient de se passer au Maroc. Il est content d'arriver, tous les journalistes courent. Ah oui, c'est elle. Ah oui, c'est elle. Ça suffit. Mais là, vous parlez des joueurs qui ont joué dans les différentes équipes. Moi, je pense qu'il faut voir aussi le problème plus profond. Effectivement, je suis d'accord. Ils ont un devoir de responsabilité. Ils sont l'image du foot et surtout dans les équipes nationales. Maintenant, il y a aussi un problème à l'intérieur. Je pense que chacun doit rester à sa place. Le joueur
il se concentre sur son jeu. Le sélectionneur, chacun doit avoir sa place. C'est-à-dire que quand ils viennent en sélection... C'est une équipe. Ouais, quand ils viennent en sélection, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions. Moi, je vais te donner l'exemple de l'équipe nationale du Togo. Je vais parler de ce que je connais. Oui, bien sûr. Quand ils viennent en sélection, ils viennent parfois dans des conditions, on va dire qu'ils ne sont pas forcément en première classe, ils sont en écho, ils sont serrés, ils ne sont pas forcément à l'aise. C'est pour les joueurs qui sont déjà dans d'autres équipes, tout le monde. Tout le monde. D'accord. Après, ceux qui veulent aller, ils mettent de leur poche. Donc déjà, tu vas en sélection, tu sors de ta poche. C'est pas normal, tu viens travailler, c'est toi qui payes. Ça, c'est le Togo. Elle a pris l'exemple du Togo, de ce que je connais. Absolument. Et puis de témoignages de joueurs qui m'en ont parlé, qui me disent qu'en fait, venir en sélection, c'est une charge mentale. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup de joueurs professionnels togolais. Hein. Il y en a. Quand même. Non, mais là n'est pas la question. Moi, je te on va parle la laisser d'une de nos finir. stars. D'une de nos stars. Voilà. Donc, venir en sélection, c'est une charge mentale. C'est-à-dire que tu dois réfléchir que, mince, il faut que je mette une rallonge pour être en business. Surtout que je viens de loin. Une fois que tu arrives, tu n'as pas de camp de base où tu es isolé. Tu es logé à l'hôtel de février. Tout le monde a accès à l'hôtel de février. Tu connais tout le monde. Les gars sont là, ils vont venir faire la queue. Donc, ils ne sont pas dans un... Ils ne sont pas protégés. Dans un système de concentration. Voilà, n'importe qui peut monter, la famille, les cousins, les nanas, tout le monde. Donc, même eux, là, quand ils arrivent, si eux-mêmes, ils ne font pas cet effort de concentration, ils vont être déconcentrés. Pourtant, tu viens pour jouer un match international ou... voilà. Donc, tu n'es pas dans des bonnes conditions au niveau des infrastructures. Tu es dispersé. Tu dois en plus sortir l'argent. En plus, tout le monde a accès à toi. Tu dois penser à donner l'argent, une enveloppe à un tel. Tu n'es pas dans des conditions d'un joueur international. Donc forcément, tes résultats, ils seront médiocres. Parce que si tout ça, ça ne va pas, le jour J, tu ne seras pas dans les bonnes conditions pour performer. Mais ça veut dire et en plus de ça, tu vas te prendre les foudres du peuple qui dit « Oui, vous êtes des nuls, vous êtes des millionnaires qui perdez tout le temps. » Ça veut dire que réformer la CAF, si je comprends bien, en proposition aussi, c'est de bien s'occuper... Au niveau des fédés, voilà. Au niveau des fédérations, c'est de bien s'occuper des joueurs. Et je pense qu'après, une fois que les joueurs seront dans des bonnes conditions et qu'ils vont performer, des choses comme ça, peut-être qu'ils se sentiront plus concernés par leur rôle. Et peut-être qu'ils prendront plus la parole et peut-être qu'ils défendront. Moi, je pense que c'est tout le monde qui doit travailler. C'est mon humble avis. Jean Crépin. Est-ce que pour vous, les anciens joueurs, par exemple, doivent-ils plus s'exprimer, prendre le pouvoir ? Bien sûr, ils doivent s'exprimer. C'est leur domaine. Vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve là, Solange et moi, c'est pas comme si on était des footballeurs professionnels. Mais nous avons la capacité d'analyser, de structurer et de débattre sur un débat qui les concerne. Donc, en gros, ils nous servent à quoi finalement ? C'est-à-dire à part... L'industrie du foot a complètement évolué maintenant. Oui. Ils doivent être dans la discrétion parce qu'il y a toujours des... Non, la discrétion, pourquoi ? Pourquoi la discrétion ? Donc pour vous, c'est pas nécessaire ? Non, c'est pas nécessaire. À partir du moment où on traverse une crise mondiale de ce genre et que c'est la société, toute la société s'exprime et que toi, le footballeur, tu restes tranquille. Je vous ai pris l'exemple hier, Samuel Eto'o, le Samuel Eto'o qu'on connaît, il ne restait pas tranquille en tant que footballeur. Aujourd'hui, et on adorait ça. Aujourd'hui, bien sûr. Et aujourd'hui, en tant que président d'une fédération, ça n'empêche pas qu'il a toujours pris la parole pour interpeller la Confédération africaine de football. Donc, pourquoi les autres ne peuvent pas faire ça ? C'est juste que nous sommes dans une sorte de marchandage, nous sommes dans une sorte de business où il est des footballeurs, chacun a ses intérêts par-ci, par-là, ça dépend où la balance on parlait de personnalité. Quand tu n'as pas de personnalité, parce que quand tu tiens à ton continent, quand tu tiens à l'évolution de ton continent, quand tu tiens à l'amélioration des choses, tu ne peux pas accepter toujours ton bonheur personnel, alors que le bonheur personnel, tu as gagné ce bonheur personnel. Pour des footballeurs qui ont une carrière de plus de 15 ans, de 20 ans, tu as gagné ce bonheur personnel. Maintenant, pense à tes petits frères. Exactement. Pense à ceux qui sont derrière pour s'exprimer, pour que les choses changent. Mais donc c'est le message vraiment aux anciens joueurs de foot qui doivent un peu plus se mobiliser. Ils doivent se mobiliser, prendre la parole. C'est ça qui fait bouger les choses. Mais là, qui prend la parole ? Ce sont des journalistes, ce sont des universitaires, c'est d'autres personnes. Combien de footballeurs ? Aujourd'hui, on a vu Patrice Evra. Il a pris la parole. Tout à fait. Ils doivent s'investir, ils doivent avoir cette conscience et cet éveil
pour que ça perdure. En fait, faut pas. Le problème de l'Africain, c'est qu'il voit que midi à sa porte, en fait. C'est moi, je mange, et tu vois pas plus loin. Et c'est ça le problème, c'est que eux, une fois que c'est terminé, bah, il se passe plus rien. C'est pour ça que je dis que, pour moi, la formation, c'est très important. Et ne pas se désoler si ton équipe actuelle, elle performe pas, etc. Mais tu as les capacités de créer la prochaine future génération dorée si dès le départ, tu mets les moyens, si tu as des anciens joueurs qui s'investissent, qui apportent leur expérience, qui sont là et qui accompagnent. En fait, il faudrait que les gens soient beaucoup plus investis parce qu'on parle, mais nous, on n'est rien. Moi, je suis pas une footballeuse. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Mais donc, pour un sport collectif, alors là, on arrive carrément... Il faut des grands frères, il faut des gens qui connaissent. Parlent, ouais. On arrive au terme de cette émission. 2 mots chacun pour conclure. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut restaurer la crédibilité du football africain, Jean Crépin ? Pour restaurer la crédibilité, En 2 mots. C'est la sincérité, le travail, le charisme, faire plaisir aux Africains et non faire plaisir, c'est d'abord la Confédération africaine de football, respecter les tests, appliquer ces tests et éviter le clientélisme parce que ce n'est pas très important et demander aux anciens joueurs de s'imprégner, de travailler, de jouer. Je prendrai des exemples, là je vais terminer avec ça. Diouf, Diouf qui est tellement prolixe, quand il y a des sujets d'actualité, il parle. Mais aujourd'hui, on n'entend pas parler de Diouf. Il est tellement silencieux, que ce soit à Debayor, que ce soit à Didier Drogba. On a l'impression qu'ils sont, parce qu'ils sont invités au niveau de la scène internationale, ils délaissent complètement leur continent. J'espère qu'ils vous regarderont et qu'ils prendront la parole à cette occasion. Solange, comment restaurer rapidement la crédibilité du football africain en quelques mots ? En se respectant d'abord, tout simplement. En se respectant d'abord. Alors, au-delà des polémiques, une chose est sûre, le football africain traverse certainement une crise de confiance. Et peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est pas seulement celle de l'humiliation, mais celle de l'avenir du football africain. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu présent à cette émission. Vous regardez Sans Tabou sur NCA, la nouvelle chaîne africaine. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau numéro.